Dans l'économie de la jouissance, le paroxysme est de profiter d'une agitation qui ne dépend pas de nous. Sans doute est-ce reposant de vivre à la campagne avec rien qui ne bouge autour de soi, en dehors de ce qui est agi ou déclenché par soi. Mais on peut être effrayé par l'immobilité et le silence d'une maison, et fatigué d'être l'unique responsable de tout mouvement. J'ai habité quelques années une maison isolée, et il m'arrivait de démarrer ma voiture pour la déplacer et la garer quelques mètres plus loin, excédé que seules les ombres générées par le soleil soient en mouvement autour de moi. Dans le café donnant sur le marché de la place Richelme, qui tous les matins s'installe et se désinstalle, sans rien acheter des légumes et des fruits tentants des étals, je m'assois. La matinée est avancée et le marché va bientôt s'achever. Je ne bouge pas. Je n'enlève pas mon manteau. Je suis figé à ma place dans ma cabane de tissu. Je suis devant mon verre et sans que je dépense une seule once d'énergie, le marché se démonte. Les camionnettes manœuvrent dans le désordre et se chargent. Les services de la ville enlèvent les cagettes vides, balayent et lavent le sol à grands jets. Les gens du bar déploient les chaises et les tables de leur terrasse sur la place encore mouillée. On est bien quand tout s'agite autour de soi. C'est une jouissance d'être au centre de l'action, témoin de tous ces mouvements sans en avoir la responsabilité, sans donner d'ordre, sans faire d'autres efforts que celui de soulever son bras pour porter le verre à sa bouche. Peut-être même me suis-je chargé d'énergie à la vision de toute cette agitation. Les vaches qui regardent passer les trains emmagasinent l'énergie cinétique des convois qui passent devant elles. Ça leur permet de produire un meilleur lait. Et si la Bretagne est vivifiante pour son climat et son iode, elle l'est surtout par les mouvements incessants de la marée descendante et montante qui marquent profondément le tempérament de ceux qui y vivent. Le marché qui se monte et se démonte est lui aussi, à sa façon, une marée montante et descendante. Comme elle, il a lieu à date et heure prévisibles, et quand, dans l'appartement du centre-ville que j'habite à présent, je me lève tard et que, hagard, je vais à la fenêtre, je découvre, les mardis, jeudis et samedis, le marché en place depuis le matin au pied de mon immeuble. J'éprouve un grand plaisir à constater que ma paresse et mon sommeil tardif n'ont pas empêché une foule industrieuse de se lever tôt pour venir vendre à ma porte des marchandises maintenant étalées qui pour certaines viennent d'au-delà des mers. Et il y a des gens qui, pour acheter toutes ces marchandises, se sont levés tôt, eux aussi. J'ai de la tendresse pour mon inefficacité quand elle est entourée d'efficacité. Quand j'habitais à la campagne, me lever tard n'avait aucun prix. Rien n'avait bougé ni dans la maison, ni autour de la maison. Ma grasse matinée était inutile, portée disparue parce que rien n'indiquait qu'il était tard, à part la pendule qu'il fallait chercher du regard ou la place du soleil dans le ciel qu'il fallait dénicher derrière le toit en se penchant. Je me sentais mal d'avoir trop dormi. Je m'habillai rapidement, sans me laver ni me raser, et rejoignis après une demi-heure de route la ville avec son marché aux légumes, souvent sur le point de remballer. Après avoir évalué la quantité et la qualité de ce que j'aurais pu acheter, pris conscience de la possibilité de nourriture qui m'était offerte, visualisé la multiplicité des couleurs, j'allais m'asseoir au bar le plus proche et commander un café en marmonnant. La terrasse se reconstituait devant moi au fur et à mesure que les forains remballaient leurs marchandises. L'énergie du marché me vivifiait. Je ne ressentais plus ma gueule de bois d'avoir dormi trop tard. Le goût du café avait envahi mon palais, à la manière d'un bruit qui persisterait dans ma bouche, au lieu de mes oreilles.
Notre degré de participation à la vie dépend de notre volonté et de notre ardeur, mais sentir la vie autour de soi sans y participer directement, incognito, est un plaisir intense. C'est celui du paresseux, du badaud, du spectateur. Les bars et les cafés sont des endroits pour eux, la vie y grouille. On peut s'y fondre en occupant une chaise et une table louée pour le prix d'un café. On profite alors de façon flottante de la présence des autres consommateurs, des serveurs du bar qui s'affairent. Ils ont ouvert tôt ce matin. On perçoit les stigmates de la fatigue accumulée dans leur non-empressement à servir. La rotation rapide des consommateurs concourt à me rassurer, à renouveler mon innocente irresponsabilité. Je suis comme un lézard qui, au lieu de se chauffer au soleil, se réchauffe à l'agitation humaine. La multiplication des débits de boissons dans les villes, les villages, sur le bord des routes les plus improbables, prouve bien leur importance. Ce sont des lieux pudiques et discrets de convivialité. Les conversations bruyantes, le choc des verres, les allées et venues incessantes du personnel et des clients créent un environnement sonore qui me permet à moi d'être silencieux et passif. Et je comprendrais très bien que dans le prix des consommations soit comprise la rémunération de ces figurants actifs, que sont les bavards accoudés au comptoir dont j'écoute de temps en temps les inintéressantes conversations. Elles sont indispensables au plaisir que je prends à ma vacuité. Parfois j'invite quelqu'un à venir avec moi dans un café pour parler avec lui. On serait sans doute plus tranquille en se retrouvant chez moi, mais voilà. L'intimité de la conversation a besoin de cet écran de bruit et de mouvement qui met les paroles échangées dans une bulle fabriquée par notre concentration qui, en nous isolant de toute l'agitation, devient l'écrin discret de nos entretiens. Cela permet dans ce lieu public de parler de choses privées qui nous mettraient peut-être mal à l'aise, l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre, dans un lieu qui serait soit le lieu de l'un, soit le lieu de l'autre. Le café est un terrain neutre.